3 pas en avant, un coup d'œil dans le rétro et un soupçon de science-fiction. Vous êtes bien à l'écoute de Détour vers le futur, le podcast scientifique du Quai des Savoirs. Océans et mers recouvrent 70% de notre planète et représentent 97% de l'eau sur Terre. Ils connectent les humains, fournissent nourriture et oxygène et contribuent à réguler le climat en absorbant plus du quart du CO2 produit. Si depuis toujours ils sont exploités, considérés comme inépuisables et presque invulnérables, leur étude scientifique est extrêmement récente et nous sommes aujourd'hui très loin d'avoir percé les nombreux mystères de leur fonctionnement. Comment explore-t-on ces écosystèmes extrêmes, qu'ils soient polaires ou à plusieurs milliers de mètres de profondeur ? Qu'étudie-t-on pour tenter de comprendre leur fonctionnement ? Et sait-on aujourd'hui comment sont distribués, comment circulent les éléments indispensables à la vie dans ces masses d'eau planétaires ? Aujourd'hui, on vous parle du projet SWINGS qui tente de répondre à quelques-unes de ces questions. Et nous accueillons les 2 co-directrices de ce projet, Catherine Jandel, directrice de recherche émérite au CNRS, au laboratoire d'études en géophysique et océanographie spatiale, le LEGOS, à Toulouse. Vous êtes une spécialiste du fonctionnement des océans. Vous avez participé et mené plusieurs expéditions scientifiques, dont la dernière en date, donc le projet SWINGS. Bonjour Catherine. Bonjour. Et à distance depuis Brest, où vous menez des recherches en biogéochimie marine au laboratoire des sciences de l'environnement marin du CNRS, nous avons le plaisir d'accueillir Hélène Planquette. Bonjour Hélène. Bonjour. Alors, pour parler de ce projet, nous vous proposons d'abord de replonger dans l'ambiance, sans mauvais jeu de mots. Nous sommes à bord du navire océanographique le Marion Dufresne pour une expédition qui a duré 8 semaines, du 13 janvier au 8 mars 2021, dans l'océan Austral, entre les 40e rugissants et les 50e hurlants. Donc là, la Rosette, elle descend à 2100 mètres, avec une vitesse de câble autour de 1 mètre par seconde. Donc là, la Rosette va revenir sur le pont à peu près dans 1h30. Et donc là, toutes les équipes seront là dans 1h30 pour prélever avec les bilans. Là, on va aller voir les profils, comment les profils se tracent au fur et à mesure de la descente, des profils de salité, température, oxygène, fluorimétrie notamment. Et donc, on va un petit peu plus en savoir sur ce qu'il y a là sur le bateau. Alors on vient d'entendre un de vos collègues, Peter Van Beek, qui parle d'un drôle d'objet, la rosette. Alors qu'est-ce que c'est qu'une rosette ? À quoi ça sert ? Et pourquoi est-ce que c'est un outil indispensable à vos recherches dans le cadre de ce projet ? Catherine. La rosette, c'est effectivement l'instrument de base de nos travaux. En fait, toute la difficulté à résoudre, c'est d'aller chercher de l'eau à 3 km de profondeur, de la ramener intacte à bord, c'est-à-dire vraiment la tranche d'eau. Et donc, pour cela, on dispose de cylindres qui ressemblent quand même à des canalisations de salle de bain, mais en beaucoup plus perfectionnés. En fait, ce sont des tubes en PVC. Ces tubes en PVC ont des bouchons aux 2 extrémités qui sont reliés par un système d'élastique, pour faire très simple. À la base du tube, il y a un petit robinet qui est très important parce que ça va permettre de prélever l'eau qui sera ramenée à bord. Et qu'est-ce que l'on fait de ces tubes ? On les installe sur une couronne. La couronne, c'est la fameuse rosette. On les envoie donc installés sur leur couronne avec des capteurs qui sont en dessous et qui vont nous dire à quelle profondeur on est déjà, température, salinité, des capteurs qui ramènent vraiment des informations de base de ce qui se passe dans l'océan au niveau thermique et salinité. Oxygène, ce que dit Peter. Donc ça nous donne une information. Et le câble qui porte cette rosette, donc tout ce système de couronne est électroporteur, donc le signal est renvoyé à bord. On descend la rosette, toute bouteille ouverte, parce que si les bouteilles étaient fermées, elles imploseraient. Arrivé à la remontant, on déclenche la fermeture de la bouteille à la profondeur à laquelle on veut prélever un échantillon. Et on fait ça sur 24 profondeurs, 36 profondeurs, selon la taille de la rosette en question. Et arrivé à bord, on va avoir 36 points qui reviendront de 36 profondeurs différentes dont on pourra collecter l'eau pour faire des analyses. Et à partir de là, vous allez pouvoir analyser les concentrations d'éléments que vous allez rechercher particulièrement à des données bien précises par rapport à effectivement ces évolutions de profondeur et en lien avec aussi les évolutions éventuellement de température, etc. C'est ça, exactement. Donc on a à la fois les capteurs et à la fois les mesures chimiques et de tout ce que l'on cherche comme traceur, parce qu'en fait on cherche, dans le cadre de notre projet, c'était vraiment un peu une guerre de l'eau autour de la rosette pour récupérer chacun son échantillon. Il faut aussi
qu'on comprenne que prélever un échantillon, c'est quelque chose de très spécifique et qu'il faut des fois des conditions très strictes, et en particulier des traceurs de type métaux en trace, du fer, du cuivre, etc., du zinc. Sur un bateau rouillé, il faut s'isoler, donc ça on pourra peut-être en reparler. Il faut avoir un conteneur propre, etc., une rosette propre. Mais tout ça, c'est ce que l'on a fait. Et après, oui, effectivement, chacun vient chercher son alicote d'eau. Alors, on peut en parler effectivement tout de suite, parce qu'effectivement, on est sur un bateau, on est, comme le disait Laurent, entre les 40e et les 50e rugissants, donc les conditions sont quand même pas évidentes, c'est pas de la plaisance. Et puis, effectivement, il y a les contraintes du bateau, de tout ce qui est autour. Comment est-ce qu'on fait pour avoir des suivis d'éléments? Alors, donc du fer, parce qu'il y a du fer dans l'eau de mer, il y a du cuivre, etc. Peut-être Hélène, si vous pouvez nous en dire un peu plus sur qu'est-ce que vous cherchiez comme élément et comment on fait pour avoir des suivis aussi fins d'éléments sur des conditions aussi complexes. Alors pendant Swings, on cherchait à mesurer des éléments dits en traces, donc qui sont présents à de très faibles concentrations, et en particulier des éléments qui sont indispensables à la vie. On les appelle les vitamines de l'océan, ce sont des oligo-éléments, donc comme le fer, le manganèse, le cobalt. Et effectivement, le Marion Dufresne est en fer. Et tout autour de nous, il y a des poussières qui peuvent contaminer nos échantillons. Et donc, on avait un autre type de rosette qu'on appelle rosette propre, non pas que l'autre soit sale, mais plus propre que l'autre, avec des matériaux bien spécifiques. Et ce sont des bouteilles qu'on a lavées longtemps avant la campagne, et ainsi que les flacons de prélèvement aussi, on les a préparés soigneusement pendant 8 mois avant la campagne. Et donc sur le bateau, on protège ces bouteilles par des petites charlottes en plastique jusqu'au moment de leur déploiement. Et dès qu'elles reviennent, c'est pareil, on les protège pour éviter que des poussières, de la graisse du bateau tombent dedans. Et ensuite, on les emmène dans un conteneur qu'on appelle propre aussi, mais qui est un conteneur en surpression, c'est-à-dire qu'il filtre l'air extérieur et à travers différentes porosités pour éviter d'avoir la moindre particule dans l'espace. Et ensuite, on referme les portes de ce conteneur, on attend que toutes les poussières s'en aillent, on enlève les charlottes, et nous-mêmes, on est habillés en combinaison blanche. Et on peut commencer à prélever. On parle de quel ordre de concentration? Parce que vous parlez de quantité infime. C'est quoi l'ordre de grandeur? Alors pour le fer, c'est comme si vous essayez de déterminer l'équivalent d'un trombone dans 30 piscines olympiques. Waouh! Et alors à quoi ça sert de faire ça? Qu'est-ce que vous cherchez finalement en quelques mots? Comment vous pouvez expliquer ça, cette recherche de tous ces éléments sous forme de traces, donc c'est très compliqué, on a compris, pour les identifier. Mais finalement, qu'est-ce que vous cherchez en identifiant ces éléments à différentes profondeurs? Alors, on cherche à savoir d'où ils viennent, comment ils sont apportés à la surface des océans pour servir justement à la croissance du phytoplancton, qui est un des premiers maillons de ce qu'on appelle, nous, la pompe biologique de carbone. Et ces éléments, en fait, sont indispensables au phytoplancton. Ils sont indispensables à la vie. Ils ont beau être présents à de très faibles concentrations, sans eux, il n'y a pas de vie. Et dans la région que nous avons étudiée, il y a des zones où les concentrations sont vraiment très très faibles et vont limiter la croissance de ce phytoplancton. Et donc nous, ce qu'on cherchait à savoir, c'était comment ces éléments sont acheminés aux endroits où on prélevait, comment ils sont utilisés par le phytoplancton, comment ils sont recyclés aussi dans la colonne d'eau. Donc on avait ces 3 objectifs en tête. C'est en 1872 que le premier navire spécialement équipé pour les recherches océanographiques a pris la mer. Depuis, on a beaucoup appris sur les océans, mais sans encore tout comprendre. Nous ne connaissons aujourd'hui de l'univers marin qu'une image fragmentaire, celle qui nous est fournie par des sondages faits à l'aveuglette. On a comparé cette image à celle qu'aurait de la Terre un martien, sondant notre globe à l'aide du radar de sa soucoupe volante, voguant au-dessus des nuages. Le XXe siècle restera peut-être dans l'histoire comme celui où aura été réussie la conquête des profondeurs sous-marines. Mais pour l'instant, leur exploration est à peine commencée. S'il ne reste plus guère de taches blanches sur les cartes des continents, il reste beaucoup de taches bleues sur les atlas marins.
Vous venez d'entendre un extrait de l'émission Visa pour l'avenir de la télévision française, diffusée le 23 août 1963. Alors, est-ce que le XXe siècle a été celui de la conquête des profondeurs sous-marines, comme l'envisageait ce journaliste il y a plus de 60 ans, où la connaissance des océans est-elle encore fragmentaire, Catherine Jandel ? Alors, la réponse est à deux temps. Elle est encore fragmentaire pour certains points et on va les développer. Et en même temps, l'océanographie, elle a littéralement explosé depuis les années 70. En gros. C'est quelque chose de très récent. Oui. C'est une discipline très, très récente. Donc, il y a plusieurs étapes majeures. Il y a quand même eu... Dans tout ce déroulé-là, l'avènement des satellites, donc ça j'y reviendrai, mais aussi lorsque l'on parle des mesures dans les abysses, le développement d'outils qui ont permis d'aller à 4 km de profondeur, et le développement dans le courant des années 80-90 de la compréhension de ces éléments chimiques qui sont indispensables à la vie du système marin. Et tous ces développements se sont faits en parallèle, en fait. Donc on assiste aujourd'hui réellement à une explosion de la connaissance de l'océan, mais qui est encore fragmentaire en raison de la surface, et qui nécessite en particulier que l'on s'organise à plusieurs pays du monde. Dans le cadre du projet dans lequel on est 35 pays, pour explorer de façon coordonnée, intelligente, les zones qui nous paraissent les plus prioritaires et aller mieux comprendre ce qui se passe à l'échelle globale, parce que chacun dans son coin, on ferait rien d'utile. Exactement, c'est pas les mêmes niveaux de frontières que ce qu'on peut avoir sur les pays, il n'y en a pas. Alors du coup, là, vous parliez d'une connaissance parcellaire, il y a des endroits qu'on connaît mieux que d'autres. Est-ce qu'on connaît des endroits à peu près bien et lesquels on ne connaît pas du tout ? Alors, on a un grand trou noir de la connaissance, c'est le Pacifique Sud-Est, parce que si vous regardez une carte du monde, il est loin de tout. En particulier, il est près essentiellement des pays Chili et Pérou, qui n'ont pas de navire océanographique de grande taille. Donc, en fait, ça va reposer sur un effort conjoint des États-Unis, essentiellement des États-Unis, d'ailleurs, des Néo-Zélandais, des Australiens et des Français, pour aller dans ces régions-là. Donc, c'est quand même un endroit très mal compris. Après, il y a l'Atlantique Nord, qui lui est très entouré par des pays occidentaux qui se coordonnent. Il est beaucoup mieux compris aujourd'hui. Mais en fait, à l'échelle mondiale, il y a encore vraiment des zones pas comprises d'État. C'est magnifique, hein, c'est assez poétique ce qu'il dit le journaliste. Les taches bleues sur les taches atlas. Bleues sur les atlas. Marins. Ouais. Et puis les zones arctiques et antarctiques, bien sûr. La région dans laquelle on était, elle est encore très méconnue parce qu'elle est très loin de tout. Oui. Et là où c'est assez fascinant, c'est que finalement, il y a ces endroits qui sont très bien connus, mais les fameux éléments dont on parlait, les fameuses vitamines qu'évoquait Hélène, elles ne sont pas sanctuarisées à cet endroit, elles se déplacent, puisqu'on est quand même dans une grande circulation. Est-ce que, Hélène, vous pouvez nous donner quelques petites clés de compréhension sur ces histoires de circulation et de système global ? Justement, autour de l'Antarctique circule un courant très très puissant qui s'appelle le courant circumpolaire antarctique, et qui est une sorte de tapis roulant vraiment autour de ce continent, et qui va transporter ces éléments chimiques et nutritifs dans les différents bassins de l'océan austral, donc Atlantique, Indien, Pacifique. Et puis ensuite, il y a des mouvements verticaux. L'océan, il se déplace en strates comme ça. Catherine a l'habitude de parler d'un millefeuille, et c'est vraiment ça qui se passe. Et donc, nous, ce qu'on essayait de faire, c'était de regarder ces courants à différentes profondeurs et le déplacement de ces masses d'eau et leur contenu. Oui, parce que ce qui est assez fascinant, c'est que c'est pas homogène, en fait, l'océan. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est une énorme masse d'eau, mais finalement, ce que vous nous dites et ce que les recherches montrent, c'est que, voilà, on a des différents types de niveaux d'eau, et il y a aussi tous ces phénomènes de colonnes d'eau qui sont, si j'ai bien compris, le fait que de l'eau peut descendre jusqu'aux profondeurs, et donc créer à la fois des courants et emmener des matériaux et des éléments au fond. Catherine Jandel. Oui, alors j'ai pour habitude de dire que la plupart des gens vont à la plage, se baignent, repartent, et tout ce qu'il y a au-delà de là où ils n'ont pas pied, à peu près, ça devient l'inconnu, et c'est pour nous très difficile en fait d'illustrer ce que l'on fait. Quand même nous, le courant dont on parle là,
qui court autour de l'Antarctique, il fait 140 fois la somme de tous les fleuves du monde. Wow. Ce sont des échelles. On manipule des échelles. En fait. Oui, puis surtout, c'est énorme. C'est énorme. Et c'est des échelles qui sont très difficiles à appréhender. Donc ça, c'est un point. L'autre chose qu'il faut réaliser, c'est que lorsque l'on veut mesurer, par exemple, nos particules là, qui se créent en surface par l'activité biologique grâce aux sels nutritifs dont elles disposent ou pas, donc, c'est ça qu'on cherche à comprendre. Une fois qu'elles meurent, elles génèrent une neige marine de matière qui va chuter au fond de la mer et qui va aller s'enfouir dans les sédiments. Sur la route, parce qu'il y a 4 km, alors, ils se font des attaques bactériennes, évidemment, donc il y a une fraction qui va être rendue à la mer, une fraction de sel nutritif dissous, mais globalement, il y a quand même un enfouissement dans les sédiments. Mais il faut l'avoir, la vitesse de chute de ces particules. Et vous n'allez pas, avec un chronomètre, vous installer à 3 km de profondeur, chronométrer la vitesse de chute des particules. Et là, c'est très lent, c'est ça que vous voulez dire? C'est des phénomènes qui sont très lents? Si. Alors, quand j'étais en maîtrise, on me disait que c'était 3 mètres par an. Maintenant, on sait mesurer que c'est 800 mètres par an. Mais pourquoi 800 mètres par an? Qui a trouvé que c'était 800 mètres par an en moyenne? C'est grâce, justement, à d'autres éléments chimiques qui sont présents encore plus en ultratrace que le fer, que prélève par exemple Peter Van Beek, d'autres collègues, moi-même. Et ces éléments chimiques, eux, ils vont nous aider à calculer des vitesses de chute à 4 km de profondeur. Ils vont nous aider à déterminer d'où vient la matière à 3, 4 km dans les différentes tranches d'eau. Et donc, ils aident. Ils complètent l'arsenal de métaux et de sels nutritifs que l'on va mesurer pour comprendre comment ça se passe entre ce qui est solide et ce qui est dissous et qui génère la pompe biologique, et le rythme auquel ça se passe, la vitesse à laquelle ça se passe et d'où ça vient et où ça va. Et donc, en fait, quand on est en mer comme ça, on n'est pas 10 personnes, on est 40, 45 personnes, avec chacun sa mission de mesure de son petit élément qui vient compléter un puzzle. On amène chacun la pièce de puzzle. Et alors, il y a un élément que vous mesurez aussi, on entend dans l'extrait, c'est la salinité, donc c'est la concentration de sel. En quoi c'est important, la concentration de sel, en fait, dans l'océan, et a priori, elle est variable en fonction de la profondeur? Alors, avec la température, c'est les deux paramètres qui déterminent la densité de l'eau. Plus une eau est salée, plus elle est dense, plus la température est froide, plus elle est dense. Okay. Donc, vous avez des eaux froides, salées, qui vont être très denses, mais vous avez aussi donc elles des vont tomber, eaux... celles-là, on va les trouver Non, au on va fond, les trouver plutôt. Plus au fond. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Dans le millefeuille, c'est celle qu'on va trouver le plus au fond. Et puis, mais par contre, des fois, vous pouvez avoir des eaux froides et peu salées, mais elles vont s'intercaler à peu près à 800 000 mètres de profondeur, entre des eaux qui sont plus chaudes, mais un peu plus salées. D'accord. Etc. Oui, le millefeuille, là, donc, je vois bien. En fait, le millefeuille. Et donc, en fait, on a vraiment, vraiment besoin d'avoir en permanence et partout dans le monde ces paramètres de température et de salinité, ne serait-ce que pour calculer le contenu thermique de l'océan qui est en ce moment en train de bouger, pour parler de choses qui dérangent. Alors justement, en termes de répartition sur la planète, sur le globe, Hélène a parlé des courants circumpolaires qui sont connectés aux autres courants sur la planète et qui constituent une sorte de circulation générale de l'eau sur le globe. Est-ce qu'on sait mesurer le temps pour aller d'un point A à un point B dans cette circulation ? Encore faut-il identifier le point A et le point B. Et est-ce qu'on voit déjà des effets du changement climatique sur cette circulation ? Alors le point A, point B, on sait le faire grâce au carbone 14. D'accord. Par exemple, ou à d'autres traceurs qu'on ne va pas vous détailler parce que ça serait trop compliqué. Mais le carbone 14 qui est très populaire, et en fait le point A ou point B, du nord de l'Atlantique au fond du Pacifique, le temps de mélange moyen, c'est 1000 ans à peu près. Voilà. Wow. C'est très lent. Oui. À l'échelle géologique, c'est ultra rapide. Ça, c'est rapide. Mais à l'échelle dont on parle, nous humains, c'est rapide. Oui, n'empêche que un bassin comme le bassin méditerranéen, pour lequel, pour le coup, c'est 80 à 100 ans, il reflète bien déjà, on voit bien des changements de circulation et des changements de masse d'eau à l'intérieur de la Méditerranée, ce qu'on voit encore beaucoup plus difficilement à l'échelle du grand océan. Ça, c'est des choses, comme c'est des choses qui n'ont pas été forcément très étudiées dans certains endroits, est-ce qu'on arrive quand même à avoir des éléments pour mesurer des évolutions ? Hélène ? Ça dépend à quel endroit, mais il y a des stations fixes où en fait on va mesurer régulièrement, et c'est très important de le faire. En fait, ça s'appelle les observatoires, aussi bien au fond de l'eau qu'en surface, et donc on peut mesurer justement la température à des pas de temps très réguliers et on peut voir l'évolution. Et nous, par exemple,
dans la région qui nous intéressait. Alors, il n'y a pas d'observatoire au fond de la mer, mais on est plusieurs à avoir échantillonné cette région au cours des 2 dernières décennies et on a vu en fait un changement de température tout au fond de l'eau, une augmentation sensible. Qui paraît du coup hyper rapide. Donc à plusieurs milliers de kilomètres, une augmentation de la température, c'est ça ? Oui, au fond tout au fond de la mer. Ouais. Et alors, ça a quoi comme impact, ça ? Est-ce que ça a un impact justement sur les courants, sur la vitesse de ces courants, sur leur existence même ? Est-ce que ça les remet en question ? Je pense à une information qui a défrayé la chronique il y a quelques années sur un possible arrêt du Gulf Stream, où il y a eu tout un émoi médiatique autour de cette question, avec des films catastrophes derrière qui ont suivi, avec des grandes glaciations comme ça, super rapides. Mais peut-être vous, en tant que scientifique, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cette perturbation de ces courants qui sont, de ce qu'on comprend, des mécanismes et des phénomènes très très importants ? Plusieurs choses. Un courant marin, ça ne s'arrête pas. Bonne nouvelle. Ça change, ça peut tourner plus profondément. C'est ce qu'on mesure on fait de la paléocéanographie, c'est-à-dire qu'avec ce que l'on comprend aujourd'hui, on a des archives climatiques dans les sédiments qui ont enregistré des choses que l'on peut décoder en les analysant à la lumière de ce que l'on a compris aujourd'hui. Et donc typiquement, ce Gulf Stream est surveillé comme le lait sur le feu par la communauté internationale et en paléo, sur le dernier maximum glaciaire, on sait qu'il ne s'est pas arrêté, mais on sait qu'il a eu un schéma de circulation différent. On ne va pas rentrer dans les détails. Par contre, par rapport à aujourd'hui, est-ce que l'on est capable de dire si le Gulf Stream se ralentit ou pas ? Ça fait beaucoup de débats et on n'a pas suffisamment de données de qualité parce qu'il faut 30 ans de mesures de qualité pour décider d'un signal climatique. Et les mouillages, les systèmes de mouillage qui ont été déployés et qui sont vraiment utiles, qui font des observatoires à la sortie du détroit de Floride, au large de l'Afrique, ils ont 20 ans. Donc, il y a peut-être une petite tendance, mais il y a un débat autour de 1 ou 2 unités de mesure de courant marin qui n'est pas l'unité de mesure classique d'un débit parce que c'est des débits beaucoup trop importants. Nous, c'est le million de mètres cubes par seconde. Donc, voilà. Et donc, on est sur des courants qui font 20 à 40 millions de mètres cubes par seconde. Et nous, on cherche à détecter encore des variations qui sont relativement faibles. Et des papiers se suivent dans Nature pour dire l'un, le contraire, etc. sur cette question. Donc, on peut encore répondre qu'on ne sait pas. Okay. Donc, c'est une discussion en fait au sein de la communauté scientifique. Tout à fait. Et alors un autre sujet par rapport à si on aborde cette question de l'impact des activités humaines, donc on parle des courants, mais on pourrait parler aussi du CO2, on pourrait revenir au dioxyde de carbone parce que vous nous avez expliqué le rôle que ça a dans la chaîne du vivant. Mais alors, quelle est la conséquence quand il y en a trop ou quand il y en a plus, puisque en fait aujourd'hui c'est ce qu'on constate, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de gaz à effet de serre et on dit que les océans vont avoir du mal à jouer leur rôle de régulateur du climat. Donc est-ce que vous pouvez nous expliquer les conséquences d'un surplus de CO2 dans l'océan ? Alors on va commencer par prendre un verre d'eau plate. Dans le verre d'eau plate, on va mettre du gaz carbonique avec un système SodaStream, pour ne pas les citer, c'est les seuls, de toute façon. Et si vous mesurez le pH, ou si vous avez un indicateur qui vous permet de mesurer l'acidité, donc pH, ça veut dire... Donc si le pH, c'est l'échelle de la mesure de l'acidité, le pH neutre, c'est 7, la soude caustique, c'est 14, et l'acide chlorhydrique, c'est 0. Voilà, enfin 1, on va dire. Et le coca, n'oubliez jamais, c'est 2,5, c'est horrible. Wow. Voilà. Sans le sucre, ça serait imbuvable. C'est pour ça que ça nettoie très bien quand ça tombe par terre. Je crois qu'il y a certaines personnes qui nous écoutent qui peut-être vont changer de mode de boisson. Donc, voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est quand on met du CO2 dans l'eau, on l'acidifie. Voilà, l'acidité augmente. Alors, de l'autre côté, qu'est-ce qui se passe dans l'atmosphère ? C'est qu'on envoie beaucoup de gaz carbonique et que ce gaz carbonique s'accumule en excès. Donc, l'océan en prend sa part, le continent en prend sa part, mais la moitié de ce que l'on envoie par heure, par jour, par personne, s'accumule dans l'atmosphère. Donc, on voit bien qu'il y en a trop par rapport à l'équilibre naturel, puisque 50% de ce qu'on émet s'accumule. Et là, vous avez comme un espèce de piston de gaz qui va pénétrer à l'intérieur de la mer et qui n'est pas en équilibre avec ce que c'était avant. Et alors qu'à partir de là, qu'est-ce qu'il fait ? Il se dissout
et il acidifie l'eau de mer. Et où c'est problématique, déjà parce que ça change l'environnement dans lequel se développent les organismes, et en particulier les organismes calcaires. Alors on va revenir sur Terre dans une activité ménagère. Quand on veut nettoyer des carreaux qui ont du blanc de calcaire dessus, on prend du vinaigre ménager, n'est-ce pas, dans la douche et tout ça. Oui. Le vinaigre, ça dissout le calcaire. L'océan acidifié met à mal le développement des organismes calcaires qui sont à la surface de la mer, dont des microalgues qui se protègent avec des petites capsules de calcaire autour de leurs cellules et qui sont mises à mal dans leur développement. Mais c'est pareil pour les coraux, c'est pareil pour beaucoup. Tout ce qui est calcaire, y compris les huîtres et les moules, sont gênés par l'acidification aujourd'hui. D'accord, donc plus c'est acide, moins il y a de vivants, moins il y a de vie, en tous les cas, des animaux qui utilisent le calcaire comme une protection. Ça met en danger cette activité-là, et on mesure l'acidification jusqu'à 1000 mètres à peu près aujourd'hui, 700 à 1000 mètres selon les régions. C'est un impact qui est mesuré jusqu'à cette profondeur, à ce jour. L'excès de CO2 et donc l'acidification que ça génère, selon les endroits où on est, ça va pénétrer plus ou moins profondément à cause de la circulation. Alors on aurait voulu aussi votre regard de scientifique sur la question de l'exploitation humaine des abysses, parce que ça c'est un sujet dont on parle aussi beaucoup, de plus en plus, avec la progression des connaissances, notamment sur ces grands fonds marins, et puis sur les ressources qu'ils recèlent, puisqu'on découvre de plus en plus qu'il y a des éléments qui nous seraient peut-être bien utiles, en tout cas pour certaines activités industrielles. Mais avant de vous donner la parole, je vous propose d'écouter notre fiction du futur sur ce sujet. Elle est intitulée tout simplement aujourd'hui « Bip ». Il fait nuit et très froid. La vie est rare au fond des abysses et s'agglomère autour d'îlots appelés systèmes hydrothermaux sous-marins. Les fumeurs ressemblent à des termitières coiffées d'une épaisse fumée qui réchauffe l'eau et crée comme un tremblement autour d'eux. J'aime les surveiller. Certes, leur allure me plaît, mais c'est surtout la vie qu'ils hébergent qui me fascine. J'apprécie beaucoup les petites crevettes qui agitent sans cesse leurs antennes translucides. Je pourrais passer des heures à enregistrer leurs moindres mouvements. Tout est calme en ce moment, mais je me méfie. Les Goliaths sont déployés en nombre dans les océans. Ce sont d'énormes engins qui raclent les fonds marins pour récolter des minerais. Les Goliaths détruisent tout sur leur passage. Et mes fumeurs sont particulièrement précieux. Ils crachent les vitamines nourrissant le phytoplancton qui capture le CO2 de l'atmosphère. Sans eux, les océans seraient en danger et le dérèglement climatique encore plus grand. Je n'ai plus de nouvelles d'Ulysse 7000A depuis plusieurs jours. Peut-être a-t-il été avalé par un Goliath. Si tel est le cas, il aura au moins eu le temps d'envoyer un dernier bip de détresse à tous les autres gardiens. Au fait, j'ai oublié de me présenter. À la sortie des chaînes de montage, j'ai été baptisé Nemo 5499. Je ne suis pas très beau, mais je résiste à la pression extraordinaire des abysses. Et j'aime mes fumeurs hydrothermaux. Ils sont tout pour moi. Bip. Bip. Texte, Icam. Voix, Corinne Marito. Sound design et réalisation, Christophe Ruetsch. Alors dans cette fiction, l'ICAM imagine des gardiens, des fumeurs noirs, ces geysers du fond des océans. Alors Hélène Planquette, c'est quoi un fumeur noir et quels sont les risques pour eux et pour les abysses d'une exploitation profonde par les humains que l'autrice évoque dans cette fiction? Alors, les fumeurs noirs, ce sont des volcans sous-marins qui vont émettre des fluides à haute température, entre 200 et 300 degrés. Donc, ils sont présents sur les dorsales, au milieu des océans. Et il y a aussi des fumeurs blancs, il y a des fumeurs froids. Il y a plein de types de sources hydrothermales. Donc, ils vont libérer des éléments chimiques à différentes concentrations et qui vont être peuplés de différents organismes. Et pour le moment, on est très loin d'avoir répertorié tous ces volcans sous-marins. On suspecte leur présence, on ne connaît pas encore leur fonctionnement et encore moins ceux des organismes marins qui les peuplent. Mais c'est quelque chose d'exceptionnel ou il y en a beaucoup enfin, on va en découvrir de plus en plus ou c'est quelque chose de très rare?
On va en découvrir de plus en plus, il y en a partout. Mais simplement, c'est très difficile à détecter. L'océan est très grand, comme on l'a dit. Il faut imaginer le bateau à la surface de l'eau. On peut être à 3 km au-dessus de ses sources et on va envoyer des sondes, des capteurs, et parfois, juste 2 mètres de différence, on ne va pas les voir parce que le bateau bouge en surface. Et certains fumeurs sont froids, comme je disais tout à l'heure. Leur température de fluide de sortie, c'est entre 30 et 60 degrés. On a aussi des fluides diffus tout autour de ces dorsales au niveau des planchers océaniques. Et donc, c'est très difficile à détecter. Et effectivement, il y a énormément d'organismes marins qui sont à ces niveaux-là. On ne connaît pas leur fonctionnement. Il y a des bactéries qu'on appelle extrémophiles qui sont super importantes. Elles sont rares. On ne les retrouve pas à la surface. Donc, on a tout à apprendre. Et donc, si on va détruire leur habitat, on les détruit elles et ce sera terminé, en fait. L'écosystème ne pourra pas se reconstruire, en fait. Donc, c'est très important de ne pas aller exploiter le fond de ces océans. Oui, on a compris aussi que ce qui se passe au fond des océans a un impact avec finalement toute la colonne d'eau, enfin toutes les différentes couches. C'est-à-dire que c'est pas juste le problème du fond des océans, je dirais, mais ça impacte en fait l'ensemble, c'est ça, hein. Oui, c'est ça. Et puis, c'est pas parce que ça se voit pas qu'on verra pas l'impact ensuite en surface. Et j'aimerais aussi revenir sur l'exploitation des océans. Il n'y a pas que le fond des mers. Il y a aussi toutes ces techniques de géo-ingénierie qui ont été largement discutées à l'UNOC et qui, pour la plupart, en fait, ne font pas de... Juste nous redonner le sigle de l'UNOC. C'était le congrès mondial pour les océans à Nice, qui a eu lieu il y a 3 semaines. Avant l'été, Et il y avait tout un volet justement sur ces techniques de géo-ingénierie pour augmenter la captation du carbone par les océans. Et la plupart de ces techniques n'ont pas été éprouvées. On ne sait pas en fait les conséquences sur le vivant ou sur le non-vivant d'ailleurs. Donc il faut vraiment faire des études d'impact pour regarder si ces solutions sont fiables ou non, et garder en tête que même si toutes ces solutions étaient envisageables et non risquées pour l'environnement et les humains, elles séquestreraient au maximum entre 1 et 9% de tout ce que l'homme émet. Oui. Et effectivement, là où c'est, on l'a dit depuis le début de cette émission, c'est qu'on est sur des systèmes extrêmement complexes qui mettent en jeu à la fois l'atmosphère, l'océan, les organismes vivants, et c'est pas juste un petit bout de la lorgnette qu'il faut étudier. Catherine, vous voulez réagir ? Oui, il faut réaliser que le rôle du fer, par exemple, dont on a parlé dans le développement des algues à la surface de la mer, il a été mis en évidence à la fin des années 80. Donc, dans le courant des années 90, ça a quand même généré une explosion d'expériences de fertilisation artificielle des géo-ingénieurs, enfin des collègues aussi, s'étant dit, on va aller fertiliser et on verra les régions où il y a peu de fer et on verra si ça développe, si ça génère une activité de floraison d'algues et donc derrière le développement d'une chaîne trophique et piégeage de ce gaz carbonique vers les abysses, ce que l'on appelle la pompe biologique et qu'on a déjà décrite. Et puis en fait, après une quinzaine d'expériences un peu partout dans le monde, ils ont montré que c'était pas possible, ça ne marche pas. Et bien malgré tout, à l'UNOC, je crois que Hélène a vu un collègue chinois, parce que j'ai compris, elle peut peut-être en dire plus, qui a vendu le fait qu'on allait pouvoir fertiliser l'océan avec du fer. Ça, c'est encore dans... Alors qu'il y a eu des communiqués de l'Académie des sciences françaises, de l'Académie des sciences américaines, internationales, pour dire c'est une idiotie, ça ne marchera pas. Hélène, si vous voulez compléter. Il n'y a pas que ces équipes, en fait. Ces techniques de géo-ingénierie, elles sont vendues par énormément d'entreprises privées et sans étude d'impact. Et pour revenir sur la fertilisation en fer, il y avait eu un moratoire en 2008, je crois, qui justement préconisait de ne pas faire ces expériences de fertilisation et que c'est une solution qui ne marche pas. Et pourtant, les États-Unis aussi ont un programme pour essayer de regarder encore si cette fertilisation pourrait être efficace. Il y a plein de pays en fait qui essayent. Et, oui, et puis ensuite d'autres solutions farfelues. Oui, mais l'espoir,
encore une fois, si tout marchait, on arriverait à séquestrer peut-être entre 1 et 9% de ce que l'homme émet. Donc, de toute façon, il va falloir que nous émettions. Il va falloir trouver autre chose comme levier. Voilà, alors couper le robinet. Et tout ça en ayant effectivement une connaissance, comme on le disait depuis tout à l'heure, assez partielle de toute cette question des éléments, des circulations qui ne sont pas encore connues, des espaces, des surfaces qui ne sont pas encore toutes bien maîtrisées dans termes de fonctionnement. Et le projet Swing, finalement, c'est une petite pièce du puzzle, comme l'évoquait Catherine, qui permet d'avoir une meilleure image de la cartographie générale de ce dispositif et qui vient en fait dans encore des projets encore plus méta, comme Géotrace, qui existe depuis des années, qui permettent de cartographier un peu tout ça. En fait, c'est une partie du programme Géotrace, c'est-à-dire que le programme Géotrace, il est né en 2003 à Toulouse, mais on y avait déjà réfléchi avant, dans les années 98, 2001. En fait, ce qui s'est produit, c'est qu'on a été une communauté à développer dans le courant des années 80-90 ces mesures dites propres, c'est-à-dire et l'accès à ces éléments chimiques qui, une fois qu'on a retiré le sel, c'est comme si on analysait de l'eau distillée, quand on analyse l'eau de mer sans sel. Et donc, on est capable d'extraire de cette fameuse eau distillée des informations quantitatives, des mesures de fer, des mesures de zinc, des mesures de cuivre, et de mieux comprendre comment ça fonctionne. Et on s'est dit, au début des années 2000, on va se mettre tous ensemble, en 2000 même, on va se mettre tous ensemble, les géochimistes et biogéochimistes marins que nous sommes, au niveau mondial, pour se répartir la tâche de développer cet atlas, qui est l'atlas Géotrace, de tous ces éléments chimiques-là, pour amener des informations quantitatives à la compréhension du fonctionnement de l'océan. Et donc, le programme lui-même tourne vraiment avec Campagne en mer depuis 2010. Et il est au niveau des opérations à la mer, on est quand même sur la fin des campagnes en mer que l'on va faire. Par contre, au niveau des analyses, on est encore en plein boom partout parce qu'on a des échantillons dans tous les couloirs. C'est très long, si vous veniez à l'observatoire, dans notre labo, et si vous alliez à Brest, c'est pareil, vous verriez des caisses. Ça, un labo d'océanographique qui travaille, c'est un labo qui a des caisses dans le couloir parce qu'on ne sait jamais où les mettre ailleurs. Si vous voulez en savoir plus sur cette expédition scientifique, rendez-vous sur le site web Explorer de l'Université de Toulouse pour replonger dans le dossier Expédition Swings, où vous trouverez même le livre de bord des scientifiques. Et si ce sujet vous passionne autant que nous, je vous recommande le petit livre de David Val, La vie profonde, une expédition dans les abysses, qui vient d'être réédité en poche chez Pocket. Détour vers le futur, c'est terminé pour aujourd'hui. Un grand merci à nos deux invités, Catherine Jandel et Hélène Planquette. Merci aussi à nos partenaires de l'INA pour la recherche documentaire et merci à l'ICAM, Christophe Ruetsch et Corinne Mariotto pour leur création sonore. Cet épisode a été réalisé en coproduction par le Quai des Savoirs et le CNRS avec le soutien de l'Agence nationale de la recherche. Détour vers le futur, un podcast du Quai des Savoirs présenté par Laurent Chicoineau et Marina Léonard, préparé avec l'aide de Françoise Vissac. Réalisation Arnaud Maisonneuve, prise de son Laurent Codoul. Et le mois prochain, nous parlerons danse, rythme, désynchronisation et comment notre cerveau se débrouille avec tout ça. Waouh, tout un programme. Allez, ciao!